Le week-end dernier, le président Trump aurait prévu une frappe majeure contre l'Iran, puis y aurait renoncé. C'est ce que rapportent de nombreux médias, parce que le vice-président et le président du comité des chefs d'état-major interarmés lui auraient dit que nous n'avons pas les munitions nécessaires pour repartir dans une guerre à grande échelle. Et même si nous les avions, ça ne marcherait pas de toute façon. Apparemment, cette décision pourrait lui échapper, ou il pourrait y être contraint. Car à ce jour, il envisage clairement de recommencer, puisque d'autres frappes militaires ont lieu un peu partout. Et cette guerre pourrait échapper à tout contrôle de quiconque se trouve à la Maison-Blanche. Et nous verrons où cela va nous mener. Aujourd'hui, nous allons examiner tout ça avec Larry Johnson, qui va essayer de nous aider à démêler ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup d'éléments en mouvement et beaucoup de choses dont vous n'avez peut-être pas conscience. Nous allons en quelque sorte tout rassembler et vous montrer qu'il y a des raisons de s'inquiéter. Voici Larry Johnson, de Sonar21.com, ancien analyste de la CIA et auteur de The Son of the New American Revolution sur Substack.com, où il publie en permanence d'excellents contenus. Larry, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci, Danny. Ravi d'être avec toi, mon ami. Eh bien, écoutez, il se passe beaucoup de choses là-bas. Commençons par là. Nous avons ces images à l'écran. Hier, les forces américaines et saoudiennes ont frappé en Irak des sites terroristes soutenus par l'Iran, c'est ainsi que nous les qualifions, appartenant au soi-disant PMU ou PMF, selon l'acronyme que vous préférez utiliser. Et ce que nous affirmons, c'est qu'il y a eu 30 frappes, je crois, 30 frappes de drones qui auraient été coordonnées par l'Iran via les PMF pour tirer contre l'Arabie saoudite. Les États-Unis et l'Arabie saoudite ont uni leurs forces. Que pouvez-vous nous dire sur ce qui se passe réellement ici? Oui, les États-Unis et les Saoudiens ont bien frappé un site où se trouvaient aussi au moins 4 instructeurs des gardiens de la révolution iraniens. Ils ont été tués. Cela a donc fait escalader ce conflit au-delà d'un affrontement entre l'Irak et l'Arabie saoudite, ou entre l'Arabie saoudite et le Yémen. L'Iran va donc être impliqué. Vous savez, cela arrive à un moment où de gros efforts sont menés en coulisses pour tenter de relancer le JCPOA. Franchement, je pense que le JCPOA est définitivement mort après ces événements. Les Saoudiens, je ne sais pas ce qu'ils... Enfin, ils ne réfléchissent pas. S'ils réfléchissaient, ils chercheraient à désamorcer ce conflit, parce qu'il n'y a aucune chance qu'ils en sortent gagnants. Ils ne peuvent pas sortir de cette situation dans une meilleure position qu'aujourd'hui. Les Houthis vont se coordonner avec ces groupes iraniens, ces groupes soutenus par l'Iran en Irak, et je pense que chaque raffinerie de pétrole en Arabie saoudite va devenir une cible et pourrait prendre feu très bientôt. Les Houthis peuvent aussi s'en prendre aux terminaux pétroliers. Il y en a 2 à Yanbu. Cela représente environ 5 millions de barils de pétrole par jour qui sortent d'Arabie saoudite. C'est une quantité importante pour permettre aux Saoudiens de garder une certaine aisance financière. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce groupe qui a été attaqué fait officiellement partie du gouvernement irakien. Or, nous venons d'avoir ce premier ministre irakien. C'est le plus jeune homme qui regarde vers le haut. Vous savez, il y a 20 ans, il n'avait que 18 ans lorsque nous avons envahi le pays, en 2003. Ce n'était donc qu'un gamin. Vous savez, il est venu faire ami-ami avec Donald Trump. Maintenant, il va faire face à un énorme retour de bâton et à d'énormes pressions. Franchement, je pense qu'il va devenir dangereux pour le personnel américain de rester sur le terrain en Irak. Je pense qu'ils deviendront des cibles d'attaque. Donc voilà, et tout cela se produit dans un contexte où l'on nous a dit que les Iraniens avaient lancé une frappe préventive sur Muwafaq al-Salti. Ils ont tiré 6 missiles balistiques.
les États-Unis ont affirmé « Oh, on les a tous abattus ». Ils ont le même porte-parole que celui qui travaille pour Vladimir Zelensky à Kiev. On les a tous abattus. Oui, Mais ensuite, il y a la vidéo qui montre les impacts. Alors pourquoi l'Iran a fait ça? La communauté américaine du renseignement, vous savez, a fait fuiter son analyse, telle qu'elle l'a présentée à Trump. Selon elle, il s'agit d'un effort délibéré de l'Iran pour ramener les États-Unis dans cet échange de représailles, bombes contre missiles. Car l'Iran estime, et je pense qu'il a raison, qu'il peut infliger bien plus de dégâts aux États-Unis que les États-Unis ne peuvent en infliger à l'Iran. eh bien, c'est une théorie très intéressante, qui a une certaine justification. On va y venir dans un instant. Je veux revenir. D'abord, vous en avez évoqué une partie dans votre commentaire, mais les groupes irakiens, bien sûr, ont condamné ces frappes comme une escalade dangereuse. Dans un communiqué, et je pense qu'il est vraiment important de le souligner ici, on va voir une tendance commencer à se dessiner. Dans ce communiqué, les FMP ont déclaré que les attaques américano-saoudiennes représentaient une escalade extrêmement dangereuse, ce qui commence, je pense, à une violation de la souveraineté irakienne. La présidence irakienne, pas l'Iran. La présidence irakienne a dénoncé l'attaque qui a visé des installations des forces de mobilisation populaire, affirmant qu'elle rejetait catégoriquement toute attaque sur le territoire irakien. Et comme vous pouvez le voir tout en bas, selon la loi irakienne, les forces de mobilisation populaire font partie des forces de sécurité du pays et relèvent directement du commandant en chef, qui est le Premier ministre. Alors, comment est-ce seulement possible? Comment les États-Unis peuvent-ils s'entendre avec l'Arabie saoudite et dire « Hey, on va aller faire exploser les forces de mobilisation populaire ici », alors que le Premier ministre irakien vient tout juste de quitter la Maison-Blanche, avec tout ce faste et tous ces grands accords, ou peu importe, et qu'ensuite on va faire exploser quelqu'un qui fait en réalité partie de leurs forces armées. Comment ça peut marcher? Oui, enfin, c'est pas le cas. Tout ce que ça fait, c'est allumer une nouvelle mèche. Et cette mèche se consume, puis quand elle arrive au bout, elle explose. Les États-Unis, vous savez, quoi qu'il ait poussé les Saoudiens il y a plus de 2 semaines à lancer cette première attaque à Sanaa contre les Houthis, cela a relancé une guerre qui avait essentiellement été mise de côté par leur propre version d'un protocole d'accord. Et dans la foulée, les Houthis bloquent désormais les navires saoudiens en mer Rouge. Et ils ont frappé cette raffinerie de pétrole. C'est la plus avancée au monde, ou du moins l'une des plus avancées, et ils y ont mis le feu, causant des dégâts considérables. Donc ils ont frappé là. Et puis maintenant, il y a eu une frappe contre des raffineries saoudiennes dans l'est du pays, du côté du golfe Persique. Au départ, on a accusé ces groupes irakiens. Mais non, les Houthis ont dit « Non, non, c'est nous qui l'avons fait ». Alors vous savez qui c'est. Mais ensuite, les Saoudiens, avec les Américains, décident d'attaquer. Et la question intéressante, c'est depuis quelle base lancent-ils leurs attaques? Depuis des bases saoudiennes. Si c'est le cas, vous allez maintenant voir l'aérodrome Prince Sultan et la base aérienne du roi Fahd visés par l'Iran, par l'Irak et par les Houthis. Tout à coup, l'Arabie saoudite va prendre des coups de 3 côtés. C'est là que j'essayais de comprendre. J'ai un problème, parce que j'essaie d'y mettre de la logique. Or, j'ai vu des choses qui sont tout simplement illogiques. Si l'objectif est soit de gagner la guerre, et je parle là au sens large, soit de l'amener à une forme de conclusion pacifique, afin de pouvoir rouvrir le détroit d'Ormuz, afin de pouvoir rouvrir le détroit de Bab el-Mandeb. Cela semblerait être un objectif évident. Quoi que vous fassiez, cela devrait contribuer à ces objectifs. Mais en faisant cela, avec si peu de réflexion en amont, avec si peu de préparation,
Je veux dire, j'ai connaissance de rien qui aurait été fait là-bas avec la partie irakienne. Mais maintenant, on intervient, on frappe ces cibles. Et comme vous le dites, ça aurait pu être les Houthis, ça aurait pu être les FMP. Apparemment, il y avait des membres des gardiens de la révolution là-bas. Donc il est possible que cela ait été justifié. Mais la question, c'est qu'est-ce que cherche l'Arabie saoudite? Regardons d'abord ce cas-là. Si c'est uniquement l'Arabie saoudite, quel est son objectif? Parce que si elle est allée tirer sur ces groupes, alors ce sera surtout elle, ou en tout cas principalement elle, qui va désormais essuyer les tirs de riposte de l'Iran, des FMP et des Houthis eux-mêmes. Pourquoi ferait-elle ça? Eh bien, vous partez du principe que je pense que les Saoudiens ont fait ça. Oh, il suffit de les frapper, de leur mettre un coup sur le nez, et ils auront peur de nous. Ils comprendront à quel point nous sommes puissants. Les gars, c'est un pari plutôt mauvais. Ce sont des gens coriaces. Et quand on se rend compte, je ne l'ai pas vérifié de manière indépendante, mais je crois que c'est Alistair qui avait fait remarquer que ces groupes irakiens liés à l'Iran sont plus importants que le Hezbollah, n'est-ce pas? Ce qui représente une force considérable. Et jusqu'ici, on a vu ce que ces groupes pouvaient faire à l'armée américaine en Irak. Ils nous ont immobilisés, ils nous ont complètement empêtrés. Mais s'ils peuvent nous faire ça, qu'est-ce que vous croyez qu'ils peuvent faire aux Saoudiens? Parce que les Saoudiens sont une puissance militaire de troisième rang. C'est exactement ce que je dis. À moins d'avoir été dans le coma pendant une trentaine d'années, on voit bien ce que peut provoquer le fait de remuer le nid de frelons des PMF en Irak. Mais, depuis 2015, l'Arabie saoudite elle-même a aussi constaté qu'elle ne pouvait jamais, à elle seule, mettre les Houthis au pas. Et maintenant, en même temps, elle frappe aussi des gens liés aux gardiens de la révolution, et se désigne donc comme une cible pour l'Iran également. Je ne comprends tout simplement pas la logique saoudienne, qui consiste à exciter plusieurs nids de frelons, alors que, comme vous le dites, ils ont des sites fixes et que tout le monde connaît leur adresse. Oui. Oui, quand on joue au jeu du donnant-donnant, il vaut mieux s'assurer que l'autre camp a davantage à perdre que vous ne pouvez en frapper. Mais dans ce cas-ci, les Saoudiens ont beaucoup de cibles. Avec toutes ces raffineries de pétrole, ces terminaux pétroliers, ces pipelines et ces infrastructures diverses. Alors qu'eux essayent de frapper les Houthis, ils leur ont dit « On va vous bombarder jusqu'à vous ramener au XVe siècle. » Et les Houthis répondraient « Eh, super, ce serait un siècle de progrès pour nous. Vous savez, on passerait du XIVe au XVe siècle. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures à viser en territoire Houthi, et c'est pareil en Irak. Ces groupes sont dans le désert. Ce sont essentiellement des tribus bédouines. Ils ne vivent donc pas dans des villes étincelantes, avec des centrales électriques, des installations de dessalement et des infrastructures que nous pourrions menacer. Non, ils sont bien plus résilients. C'est pour ça que j'apprécie votre perplexité face à tout ça. Parce que d'un point de vue logique, il n'y a aucune logique là-dedans. Alors, quel est l'objectif? Où est-ce qu'on va aller? Bon, ça c'est le volet saoudien. Mais de notre côté, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce week-end, vous me disiez certaines de ces choses sur Signal. Avec Robert Barnes, vous nous avez dit certaines choses. Une grosse frappe était prévue ce week-end, puis elle a été annulée. Et même selon des informations en source ouverte, c'est parce que le vice-président et le président des chefs d'état-major interarmés ont dit « Hey, on n'a plus tous ces gros missiles à utiliser. Et c'est pas seulement une question de stock, offensif ou défensif. Si on se lance dans une grosse frappe comme celle-là, ça va pas marcher et on va avoir des problèmes. Mais maintenant, nous y voilà. On a remué ce nid de frelons et on sait qu'il y aura des représailles. Alors, où va-t-on aller? Quel est le plan là?
where are we going to go? What is the plan here? Yeah, there is no plan. Oui, il n'y a pas de plan. C'est ça le problème. Ils croient à un récit. Et ce récit, c'est qu'il suffit d'employer assez de force contre l'Iran et de le faire suffisamment souffrir sur le plan économique pour qu'il soit obligé de se rendre. Il ne peut pas continuer comme ça. C'est ce qu'ils pensent. Je crois qu'il est désormais plus probable qu'ils tentent de lancer un raid des forces spéciales sur l'un des sites, que ce soit Parchin Mountain, Ispahan, Natanz, Bushehr, l'un de ceux-là. Et là encore, les commandants, s'ils acceptent de faire ça, devraient être envoyés au trou. Ils devraient être enfermés et emprisonnés, parce que cette mission va être désastreuse. Vous savez, on pourrait connaître quelques succès au début, on pourrait même avoir des troupes au sol pendant un petit moment. Mais vous savez, une fois qu'on les a déployés au sol, comment est-ce qu'on les en sort? Je me souviens, il y a des années, j'étais dans l'émission de Geraldo Rivera avec Dick Marcinko. Marcinko était le premier commandant de la SEAL Team 6. On parlait alors, vous savez, d'entrer en Irak, et lui disait que c'était facile d'y entrer. Je lui ai dit, Dick, comment est-ce qu'on les en sort? Et il m'a répondu, bon, d'accord, c'est un bon point. Donc, si c'était tout ce dont nous avions à parler, je pourrais continuer sur ces sujets parce qu'il y a beaucoup d'effets de second et de troisième ordre. Mais ce n'est même pas tout, loin de là. En même temps, hier, alors que nous parlions ici de ces frappes, l'Iran a surpris beaucoup de gens aux États-Unis et a lancé une attaque de missiles contre les forces américaines. Je crois que c'était en Jordanie. Oui. L'Iran a lancé une attaque surprise de missiles balistiques contre les forces américaines en Jordanie, dans une escalade violente. Voilà encore ce même mot, et ce n'est pas la dernière fois qu'on va le voir, qui met une pression supplémentaire sur Trump pour qu'il relance la guerre sérieusement. Tous les missiles ont été interceptés avec succès, ont-ils affirmé, mais l'attaque a fait planer la perspective que les forces américaines devraient répondre. Oui, au moment même où les négociations pour rouvrir le détroit d'Ormuz et à terme relancer des pourparlers de paix plus larges semblaient s'accélérer. D'abord, regardons simplement que penser de cette dernière partie. Est-ce qu'on accélérait vraiment les négociations pour mettre fin au conflit? Non, ils étaient dans une impasse. La position des États-Unis était que l'Iran devait régler d'emblée la question de son uranium enrichi. Il fallait parler d'emblée de l'accord nucléaire. Et l'Iran a dit « Non, 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 nous n'allons pas faire ça. Voilà comment ça va se passer. Vous levez le blocus, vous débloquez les avoirs, vous faites sortir Israël du Liban. C'est ce que vous avez accepté dans le premier protocole d'accord. Vous respectez le protocole d'accord tel que vous l'avez signé. Et ensuite, une fois que vous aurez montré que vous allez respecter ce protocole d'accord, alors nous pourrons parler de ces choses-là. Et c'est là que ça en est resté. Et malgré, vous savez, d'intenses efforts en coulisses avec le Pakistan et le Qatar, ça mène nulle part. Apparemment, Oman et l'Iran ont eu de bonnes discussions et ont trouvé comment, vous savez, ils allaient s'y prendre pour naviguer et permettre au trafic de passer par le détroit d'Ormuz. Cela dit, il n'y a aucun mouvement par le chenal omanais, tandis que le trafic a repris du côté iranien. Reste à voir si les États-Unis commencent à attaquer cela. Mais si Trump décide de se réengager, on va voir les limites des munitions américaines entrer en jeu. Je ne sais pas pour vous, mais au départ, je me demandais si nos frappes là-bas étaient limitées principalement aux rives du golfe Persique, à la côte ouest de l'Iran. Eh bien, il s'avère que c'est principalement parce que nous devons désormais utiliser des JDAM. Les JDAM, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont en fait des bombes conventionnelles auxquelles on ajoute, un peu comme ce que les Russes appellent les FAB, un système de guidage, vous savez, des ailes,
des ailerons, à l'arrière de la bombe, et elles peuvent parcourir une certaine distance. Les JDAM américaines peuvent aller jusqu'à environ 64 km. Elles ont donc en réalité une portée limitée. Cela signifie que les avions vont devoir s'approcher davantage des côtes iraniennes, ce qui comporte aussi des risques supplémentaires. Mais c'est principalement ce que nous utilisons en raison de la pénurie de JASSM et de Tomahawk. Et si les États-Unis se réengagent, cela ne changera rien du tout. Cela ne fera qu'aggraver la situation. Oui, cette carte-là, pour ceux qui peuvent la voir. La plupart des petites icônes, les icônes d'explosion, sont toutes le long de la côte, comme vous le disiez. Et il y en a une poignée plus à l'intérieur des terres, ce qui doit correspondre aux frappes à longue portée. Mais il y a d'autres problèmes. Et je sais que c'est un sujet que vous connaissez. Les JDAM et les bombes de petit diamètre, qui sont lancées de manière similaire, depuis des appareils similaires. Si vous devez les prioriser, non seulement vous devez envoyer vos avions à plus courte distance, donc à un risque plus élevé, mais vous allez aussi user les heures de vol de ces appareils, les cellules et les équipages. Selon vous, combien de temps pourrions-nous soutenir ce type de bombardement continu si nous revenions à une guerre à grande échelle? Je dirais environ 2 à 3 semaines. Peut-être quelques semaines. Oui, des semaines. Peut-être 4 au maximum. Mais très bien. C'est pour ça que vous pensez qu'on était pressé de signer pour rétablir le cessez-le-feu le 5 avril. Nous étions engagés dans ces opérations de combat intenses depuis environ 6 semaines. Et puis tout à coup, c'est « Ah tiens, faisons un cessez-le-feu ». On n'a pas fait ça parce qu'on était en train de... Vous savez, si vous gagnez, si vous courez un marathon et que vous êtes en tête, que vous vous sentez très bien, vous ne demandez pas « Hey, on peut arrêter la course pour que je me repose ?» Non, mec. Vous foncez. Ce sont les États-Unis. Ce que les gens oublient, c'est qu'on a tous ces KC-135 et qu'on pense que ces ravitailleurs peuvent simplement décoller en continu, ravitailler, atterrir, redécoller, ravitailler. Eh bien, il faut tenir compte du repos des équipages. Il y a aussi l'usure de ces cellules. Et tout à coup, vous pouvez avoir 65 avions ravitailleurs au sol, mais peut-être que seuls 35 sont réellement capables de décoller et d'opérer. Et si vous avez prévu un gros dispositif de frappe, vous n'avez pas les ravitailleurs nécessaires pour le soutenir. Il y a donc de vrais problèmes logistiques qui vont sérieusement compliquer la tâche des planificateurs américains. Oui, et je vais y revenir dans une seconde. Mais avant de quitter ce sujet, on vient de vous montrer à quel point la partie irakienne est mécontente. Ils ont dit, vous savez, notre territoire n'est pas là pour que vous l'utilisiez, et vous ne pouvez pas. Enfin, ce sont nos gens. Donc il va y avoir des conséquences de ce côté-là aussi. Or, il était déjà prévu, je crois, que toutes nos troupes quittent l'Irak d'ici. Je ne me souviens plus de la date. Mais qui sait si ce calendrier ne va pas être accéléré, parce que la Jordanie est elle aussi très mécontente. C'est dans le New York Times aujourd'hui, des centaines et des centaines de personnalités jordaniennes, politiques, juridiques et autres, ont signé la semaine dernière une lettre ouverte appelant au retrait des forces américaines de Jordanie. C'est une contestation publique rare contre un gouvernement qui réprime depuis longtemps la liberté d'expression et la dissidence. Ces dernières semaines, des missiles et des drones iraniens ont de plus en plus pris pour cible les forces et l'installation militaire américaine en Jordanie, y compris tôt mercredi, selon des responsables iraniens. Nous estimons, dit la lettre, nous estimons que leur présence, c'est-à-dire la présence américaine, expose la Jordanie à des risques sécuritaires, politiques et économiques qui ne servent absolument aucun intérêt national et accroît la probabilité d'être entraînée dans une guerre plus vaste. Qu'en pensez-vous? Sur le plan stratégique ou politique, il y a aussi désormais des vents contraires. Ce que les gens veulent,
c'est que les Américains quittent la région. Est-ce le premier d'une longue série ou est-ce une anomalie? No, this is what Iran listed. Non, non, c'est ce que l'Iran avait fixé comme objectif dès le mois d'avril. Vous savez, ce plan de paix en 14 points qui disait « Les États-Unis, faites sortir les États-Unis du Moyen-Orient ». Ils voulaient que ça se fasse par la négociation. Et vous savez, les États-Unis ont évidemment répondu « Non, non, vous n'allez pas nous dire quoi faire. » Bon, d'accord. Ce que l'Iran a fait par ses attaques contre les bases américaines dans toute la région a contraint les États-Unis à abandonner ces bases. Vous savez, au départ, j'ai fait quelques recherches supplémentaires et j'ai découvert cela. Donc vous êtes allé à Al-Udeid, au Qatar. Depuis au moins 20 ans, j'y suis passé en 2006. C'est le quartier général avancé d'Afkent, le commandement central des forces aériennes. Donc au CENTCOM, ils ont une composante aérienne, elle s'appelle l'AFCENT. Le siège officiel de l'AFCENT se trouve sur la base aérienne de Shaw, en Caroline du Sud. Mais ces 20 dernières années, en réalité, le général qui commandait l'AFCENT était au Qatar. Il ne restait pas tranquillement en Caroline du Sud. Et nous avions là-bas le Centre combiné des opérations aériennes, le CAOC. C'était cette force opérationnelle multinationale chargée de mener et de surveiller toutes les opérations aériennes dans la région. Or, j'ai appris que juste avant le début de la guerre du 28 février, ils ont fermé le CAOC parce qu'ils ont correctement évalué la situation. Vous savez, ici, on va être une énorme cible. Ils sont partis et l'Iran, vous savez, a fait exploser l'installation. Alors maintenant, le département américain de la guerre, le Pentagone, lance de nouveaux appels d'offres pour aller reconstruire le CAOC souterrain. Ah oui, je suis sûr que ça va très bien se passer. Mais le fait est que les États-Unis ont quitté Al-Udeid. Ils ont quitté le quartier général de leur 5e flotte à Bahreïn. Ils ont dû réduire drastiquement leurs effectifs sur toutes les bases au Koweït. Et ils font la même chose en Arabie Saoudite. Et la même chose en Jordanie. Donc ils ont réduit leurs effectifs. Et de fait, les États-Unis sont poussés hors de la région. Voilà ce qui se passe. Nous n'aimons pas l'admettre, mais c'est la réalité. Il ne s'agit pas simplement de faire venir et repartir des gens en avion. J'ai récemment interviewé un type qui était marin sur l'USS Vincennes en 1987. Enfin, le Carl Vinson, excusez-moi, pas le Vincennes, le Carl Vinson. Il me racontait qu'à l'époque, en 87, on avait fait passer ce porte-avions en plein détroit d'Ormuz, jusqu'à Bahreïn. Il avait stationné là-bas à Bahreïn. Les marins étaient descendus à terre, ils avaient eu un peu de permission. Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire ça. Pas du tout. Bon sang, on maintient ce porte-avions, vous savez, à 200 000 des côtes, au large du détroit d'Ormuz, sans s'en approcher nulle part. C'est ça la réalité qui change. Quand tout cela sera terminé, je pense que la présence des États-Unis dans la région du Golfe, y compris en Jordanie, sera considérablement réduite, voire supprimée. Oui, je suis d'accord. Et si c'était une évolution probable jusqu'à présent, ce que nous allons faire maintenant semble accélérer cette perspective. Comme on vient de le dire, après les attaques menées par l'Iran contre nos soldats en Jordanie, le président Trump ne l'a pas très bien pris. Et ce matin, il a appelé Trey Yingst et lui a dit 2 ou 3 choses. Le président Trump a déclaré à Fox News, à propos de l'Iran, « On va leur botter le putain de cul. » Il a poursuivi, « On va les frapper fort. Ils vont prendre une raclée. » Il est donc clair que les États-Unis vont répondre à ce que le président a décrit comme une attaque surprise. Il affirme que les forces américaines n'avaient que quelques minutes pour abattre ces missiles balistiques iraniens entrants. Oui, je crois qu'ils ont tous été abattus quand je ne vois aucune image satellite. Mais j'imagine qu'on ne peut pas le prouver, dans un sens ou dans l'autre pour l'instant.
Mais disons juste un instant que cette fois, cette partie-là était vraie. Que pensez-vous de l'idée que l'Iran ait fait ça intentionnellement? Premièrement, une certaine connaissance, à vous comme à nous, a dit « Écoutez, au fait, il n'y a pas de cessez-le-feu. » Rappelez-vous, le président Trump a dit que c'était terminé. Rien n'a changé ça. Donc il n'y a aucune raison pour laquelle on ne devrait pas faire ça. Et voilà que l'Iran lance cette frappe. Je pense qu'il y a des éléments qui montrent qu'ils ne l'ont pas fait pour causer des dégâts précis à la base, mais pour pousser Trump à faire ce qu'il semble prêt à faire. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que c'est possible. Cela aurait aussi pu être préventif. Ils savaient peut-être qu'une opération américaine était possible, impliquant le déploiement de forces au sol en Iran, et ils ont cherché à la perturber. Mais ce qui a vraiment retenu mon attention, vous savez, c'est ce qu'a dit Trey Yingst. Selon Trump, il ne restait que quelques minutes avant l'arrivée des missiles. Je vois où vous voulez en venir. Oui, les gars, tout au long de cette guerre, à partir du 28 février, l'Iran a très méthodiquement ciblé les radars et les systèmes de communication par satellite de toutes les bases américaines. Parce qu'avant, comme on en a parlé, le centre des opérations aériennes combinées d'Al-Udeid était relié à 2 radars. L'un de ces radars valait plus d'$1 milliard. Et ces radars pouvaient voir jusqu'en Inde, à l'est, jusqu'en Espagne et à Gibraltar à l'ouest, très loin au sud au-delà de Diego Garcia et jusqu'au sud de la Russie au nord. C'est énorme. Et ce radar permettait une réaction immédiate, enfin s'il y avait un lancement de missiles. Je veux dire, presque au point où, si une fourmi lâchait un paix, il le détecterait et il serait prévenu à l'avance. Parce qu'avant, ces informations alimentaient ensuite les systèmes de défense aérienne, les Patriot ou les THAAD. Ils avaient donc des coordonnées qu'ils pouvaient suivre et potentiellement intercepter. Aujourd'hui, ils n'ont plus ça. Non. Ils comptent, s'ils ont de la chance, sur un AWACS en vol ou sur un P-8 Poseidon capable d'intercepter et de surveiller. Mais comme le président lui-même l'a admis, il n'avait que quelques minutes. Or, quand vous avez des missiles qui arrivent, vous ne voulez pas quelques minutes. Vous voulez un préavis d'une demi-heure à 1 heure pour pouvoir vous préparer. Et regardons simplement ceci. Voici la carte. Je ne sais pas exactement où se trouvait cette cible en Jordanie, mais disons que c'était le point le plus proche, ici. Regardez un peu la distance à parcourir pour entrer en Iran. On parle de centaines de kilomètres. Et je doute qu'ils aient tiré de si près, mais disons environ 600 kilomètres. Vu le temps de vol, si vous n'avez que quelques minutes, cela veut dire que vous ne le détectez qu'à peu près ici, Muir Hathor, juste avant l'impact. Oui, et cela ne vaut pas seulement pour les missiles iraniens. C'est la même chose pour les missiles Houthis et pour tout ce que possèdent ces groupes irakiens. Je suis sûr que tout ce qu'ils ont leur a été fourni par l'Iran ou par quelqu'un d'autre. Mais les États-Unis ne sont pas dans une position stratégique solide. Nous aimons penser que notre force est écrasante, mais ce n'est pas le cas. Nos capacités sont limitées. Es alles je Reichstag in Sitz met her Datui. Vous savez, l'une des autres vérités auxquelles nous devons nous confronter, c'est, enfin, n'importe quelle vérité. Je vais revenir à Trey Yingst, et voyons si vous pouvez. Vous allez sans doute devoir enlever vos chaussures pour compter sur tous vos doigts et tous vos orteils. Mais voyons combien de mensonges éhontés sont proférés dans cet extrait. Le président a aussi parlé de sa rencontre hier avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans le bureau ovale. Il dit que c'était une excellente réunion, ajoutant qu'il comprend maintenant. Il semble que la relation entre le président Trump et le premier ministre israélien
se renforce. Et une fois encore, le président a qualifié cette rencontre dans le bureau ovale d'excellente. Concernant d'éventuelles discussions avec le régime iranien, le président a déclaré « Nous allons les laisser continuer à parler ». Rappelez-vous, après 13 jours consécutifs de bombardements américains contre l'Iran, les Iraniens se sont tournés vers le président Trump pour demander une rencontre au sujet du détroit d'Ormuz et de leurs ambitions nucléaires plus larges. Et ces discussions se déroulent en ce moment même, en coulisses. Puis cette attaque surprise a été lancée contre les forces américaines pendant la nuit. Donc, des discussions se déroulent en coulisses. Et encore une fois, j'imagine qu'ils supplient pour parvenir à un accord. Mais le premier mensonge qui a retenu mon attention, c'est de dire que ces 13 jours consécutifs de bombardements les auraient amenés à la table des négociations. Or, il y a ce petit élément venant du groupe de Jack Keane, l'Institut pour l'étude de la guerre. Même eux ont dit que le niveau et le rythme actuel des frappes américaines n'ont vraisemblablement pas eu d'effet significatif sur la volonté du régime de poursuivre et d'atteindre ses objectifs politiques. Donc même l'ISW reconnaît que ça a été un échec total. Mais Trey Yingst répète probablement simplement ce que le président Trump vient de lui dire, parce qu'il l'a dit. Mais si ce genre d'idée est dans la tête du président, s'il croit à sa propre rhétorique, ça pourrait conduire à prendre de très mauvaises décisions. Maintenant, il s'agit toujours de surmonter le récit dominant. Et cette semaine, nous serons ensemble à Chattanooga, où je parlerai de la pertinence des activités de renseignement au regard de la Constitution. Je reviens à cette idée selon laquelle nous vivons avec le mythe que si seulement nous avions un meilleur renseignement, nous ne serions jamais attaqués, n'est-ce pas? Je veux dire, si seulement nous avions eu des renseignements sur Pearl Harbor, nous aurions pu l'empêcher. Si seulement nous avions eu de meilleurs renseignements sur le 11 septembre, nous aurions pu l'empêcher. Mais en réalité, quand on revient sur l'histoire, le manque d'informations n'était pas le problème. Nous disposions de nombreuses informations qui auraient pu être utilisées pour empêcher ces attaques. Le problème, c'était de surmonter le récit dominant. Ou plutôt, je pense que dans le cas de la Seconde Guerre mondiale avec Roosevelt, il voulait que l'attaque ait lieu, parce que c'était la seule manière, selon eux, de pousser le peuple américain à soutenir une guerre contre Hitler en Europe. Mais ici, on a ce récit selon lequel les États-Unis sont tout-puissants, l'Iran est faible, les Iraniens supplient, réclament d'être sauvés de la violence américaine, et ils accepteront n'importe quel accord. Mais c'est tout simplement pas vrai. Ils n'écoutent pas les Iraniens. J'ai vécu une expérience fascinante hier. J'ai dû rentrer de Washington. Mon vol a été retardé. American Airlines a connu une interruption nationale. J'avais donc une correspondance très courte entre Miami et Sarasota, et je l'ai ratée. Eh bien, derrière moi, il y avait un homme, et je lui ai demandé « Oh, vous travaillez où ?» Il m'a répondu « Au Pentagone ». Nous avons eu une conversation vraiment intéressante. C'est quelqu'un qui est impliqué dans des activités de renseignement. Et vous savez, ce n'est pas un homme âgé. Il n'a pas plus de 50 ans. Mais il s'est mis à parler, et ce qu'il a dit de fascinante, c'est « Vous savez, j'ai été élevé dans une génération qui en gros m'a appris à détester les musulmans. Parce que vous savez, les musulmans sont des terroristes. » Mais il dit, vous savez, j'ai beaucoup traité avec les Israéliens, et j'ai aussi beaucoup traité avec ces musulmans, en Irak et ailleurs. Et il dit, en substance, je me suis trompé. Le récit qu'on m'a servi était faux. Tous ces musulmans ne sont pas tous des fanatiques qui cherchent à nous infliger le terrorisme. Et donc, même lui, vous voyez, c'est quelqu'un qui a été directement impliqué dans la guerre mondiale contre le terrorisme depuis 2005. Et même lui a fait un virage à 180 degrés.
Voilà ce qu'on observe. Les États-Unis continuent de promouvoir ce récit. Il reste quelques convaincus à Washington qui s'y accrochent. Mais même dans les rangs de l'armée, on commence à voir ces attitudes changer. We're starting to see a turn in those attitudes. Yeah. Well, one of them's words. Oui, enfin, vous savez, un de ces mots-là, pas si vous le dites. Pete Hegseth, sur l'image que vous venez de voir, plaisantait avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui semble avoir son propre agenda. Petit rappel, il est venu juste avant le début de la guerre en juin. Et voilà que le président Trump a reçu des renseignements selon lesquels l'ayatollah se trouverait à un certain endroit, qu'on pourrait le tuer, l'écarter de la guerre, et que tout serait terminé dès le début. Puis tout à coup, il arrive. D'après des informations parues dans la presse avant le début de cette guerre, il a dit « Hey, j'ai des trucs de montagne à la pioche pour vous. Et que diriez-vous d'un peu de ça ?» Et maintenant, voici ce qu'il avait à dire au public américain. Here's what he had to say to the American public. Le président est très clair. Je veux dire, il a dit que nous avons un engagement commun. Nous ne voulons pas voir ce régime fanatique de Téhéran se doter de l'arme nucléaire pour menacer les voisins de l'Iran, menacer chaque Américain, menacer la paix dans le monde et menacer l'existence d'Israël. Nous avons donc un objectif commun, et il sera atteint, soit par des moyens diplomatiques, soit par d'autres moyens. Mais nous y sommes tous les deux engagés. Et c'est l'essentiellement. D'accord. Vous venez d'entendre Trey Yingst dire, il y a un instant, que Trump a qualifié cette rencontre avec Netanyahou d'excellente. Que va-t-il se passer maintenant? What's going to happen next? Yeah, no, well, I think we're headed back to. Oui, eh bien, je pense qu'on se dirige vers un retour à une guerre ouverte dès cette semaine. Et vous savez, aujourd'hui, ça va reprendre. Je pense qu'à un moment donné, probablement vers le milieu de la semaine prochaine, les réalités économiques vont s'imposer et Trump va devoir être contraint de chercher une issue non militaire à cette situation. On a déjà vu aujourd'hui le prix du Brent et du West Texas Intermediate. Ce sont des pétroles bruts légers. Ils ont fortement augmenté. Le prix futur de pétrole est en hausse. They've gone way up. So the future price of oil is going up. And that the shortages that are taking place real world. Et les pénuries qui se produisent dans le monde réel, concrètement, quand les marchandises passent des navires à la terre ferme, augmentent au lieu de diminuer. Donc voilà. Et puis vous savez, la bourse a recommencé à chuter aujourd'hui. Enfin, elle fait le yo-yo. Ils continuent de parier sur l'idée que, oh, bonne nouvelle, la paix est proche. Mais la paix n'est pas proche. Il y a vraiment, je pense, peu de raisons d'être optimiste quant à la possibilité d'un règlement négocié. Cela va se régler par la force. Et je pense que l'issue surprenante sera que c'est l'Iran qui l'emportera. D'accord. Alors, laissez-moi vous poser la question évidente. Ensuite, je voudrais changer de sujet dans les quelques minutes qu'il vous reste. Si vous voyez bien que si nous revenons à une sorte de frappe majeure ici, compte tenu de ce que le vice-président et le président des chefs d'état-major interarmés ont déjà dit le week-end dernier sur le nombre limité de capacités de frappe dont nous disposons, et que nous y allons quand même. Alors, comme vous le dites, les conséquences financières commencent à se manifester au bout d'1 ou 2 semaines, probablement pas plus. Pourquoi passer par cette épreuve? Parce que de toute évidence, le président Trump a accès à toutes sortes d'informations que même vous et moi n'avons pas. Lui aussi peut voir la même chose. Pourquoi s'engager dans cette voie maintenant pour dire seulement la semaine suivante qu'on va commencer à chercher une issue non militaire? Pourquoi ne pas le faire dès maintenant? Eh bien, premièrement, il est entouré de conseillers qui ne le croient pas. Il reste enfermé dans l'idée qu'on a beaucoup d'armes, qu'on peut faire tout ce qu'on veut, et que si on emploie suffisamment de force et qu'on exerce assez de pression économique sur l'Iran, ils finiront par céder. Mais Trump, lui, ne réfléchit pas à long terme sur cette question. Je sais que certains pensent qu'il joue aux échecs en 5 dimensions.
À mon avis, c'est pas le cas. Donc, la réalité pour l'Iran, maintenant, c'est de continuer à attaquer les réservoirs de carburant sur ses bases aériennes. Et je pense qu'on va voir les attaques reprendre en Israël. Et donc, lorsque les attaques contre Israël commenceront, je m'attends à voir les 2 raffineries de pétrole, l'une à Ashdod, l'autre à Haïfa, prises pour cible et mises hors service, complètement. Israël se retrouverait alors face à un problème très grave d'approvisionnement en diesel et en carburant aérien. Il dépendrait entièrement de pétroliers arrivant dans les ports, en particulier à Haïfa, pour décharger et fournir ces carburants. Si l'Iran est capable d'attaquer ces navires avec des drones ou des missiles, cela compliquerait encore davantage la capacité d'Israël à soutenir ses opérations de combat. Donc, le fait est que cette guerre n'est pas près de disparaître. Et ça ne va pas non plus tourner en notre faveur de sitôt. Écoutez, je voudrais changer rapidement de sujet, parce qu'il se passe aussi certaines choses ici à Washington. Netanyahou était là, mais Volodymyr Zelensky aussi. Et bien sûr, la raison immédiate de tout ça, c'était les funérailles de Lindsey Graham et tout le reste. On en reparlera un autre jour. Mais en parlant de Lindsey Graham, son fantôme était encore au Sénat, même s'il était dans un cercueil. Son fantôme restait actif dans l'hémicycle du Sénat. Je vais vous montrer quelques extraits de ce que disent aujourd'hui certains de nos sénateurs, qui essayent de ressusciter l'esprit de Lindsey Graham. Et puis il y a le sénateur Blumenthal, qui s'est rendu de nombreuses fois à Kiev avec le sénateur Graham. Il dit que l'un des héritages de Lindsey Graham, c'est que le combat de l'Ukraine est notre combat. Le combat de l'Ukraine est notre combat. Personne n'y croyait plus profondément et avec plus de passion que Lindsey Graham. Et ce vote est un pas en avant. Il nous reste encore du chemin à parcourir, mais c'est un vote extrêmement solide en faveur de l'Ukraine. Il montre que le peuple américain est aux côtés de l'Ukraine et que nous nous tiendrons à ses côtés, en tarissant le flux d'argent du sang qui alimente le massacre perpétré par la Russie et son invasion meurtrière, et en amenant Poutine à la table des négociations pour la paix. Désolé, il parle du massacre. J'ai cru un instant qu'il parlait de Netanyahou. C'est ma faute. Mais revenons à la première partie. Est-ce vraiment notre combat? Et est-ce vraiment le peuple américain qui veut que cette guerre continue? Non, non. Mais je croyais que l'Ukraine gagnait. En fait, ça ne nous a pas arrêtés. On nous disait même que l'Ukraine avait gagné. Alors, pourquoi avons-nous besoin de ces sanctions? Je veux dire, si l'Ukraine gagne, si elle a si nettement fait basculer la dynamique du champ de bataille en sa faveur, pourquoi faire ça et envenimer davantage les relations avec la Chine et l'Inde, puisque l'Ukraine gagne, bon Dieu, vous savez. Donc je veux dire, cela révèle simplement la propagande qui circule. Et ils présentent ça comme une punition infligée à la Russie. Non, ils vont punir la Chine et l'Inde, oui. Et à un moment donné, ces responsables politiques, ces âmes coupées du monde là-haut à Capitol Hill, finiront par comprendre que plus nous attaquons les économies de la Chine et de l'Inde, plus elles auront intérêt à se détacher de nous, à ne plus avoir de relations financières avec nous et à ne plus conclure d'accords commerciaux avec nous. Et au final, c'est les États-Unis que ça pénalise. Puis, ils se tournent vers des marchés mondiaux qui se trouvent dans le sud global. C'est donc de la pure folie de leur part. Et encore une fois, qu'est-ce qu'ils vont fournir? Davantage de missiles patriotes? Ah, désolé, la production a pris tellement de retard que vous n'allez rien voir avant 3 ans. Et même si on vous donne la recette pour les fabriquer vous-même, vous avez maintenant le petit problème de la Chine et des terres rares nécessaires à leur fabrication. Donc, ce monde imaginaire dans lequel vivent ces gens-là, parce qu'ils veulent toujours que l'argent continue d'affluer de Lockheed. Et Lockheed veut continuer à être payé.
alors même qu'il est incapable de produire les choses qu'il prétend pouvoir produire, celles qu'il est sous contrat pour produire. Oui, ils signeront ces contrats, c'est sûr, et ils régleront ce détail plus tard. Voyons d'abord si l'argent commence à circuler. Mais expliquez, pour notre public, pour ceux qui nous découvrent peut-être, quand ils entendent des gens comme le sénateur Blumenthal dire que notre combat, le combat de l'Ukraine, est notre combat, que nous luttons tous contre le même mal, qu'est-ce que vous leur répondez? Je dirais avec mon nouvel ami, vous savez, parce qu'on a fait la route de Miami à Sarasota hier soir, après avoir raté une correspondance. Donc on a eu 3 heures pour discuter dans la voiture. Et il m'a raconté, il a décrit sa première fois en Ukraine, parce qu'il a été en Ukraine impliqué dans des opérations de renseignement. J'ai donc eu beaucoup d'informations intéressantes. Il m'a dit, vous savez, la première fois qu'il y est allé, mec, ces gens sont formidables. Il a dit, j'aime vraiment les gens. Puis il a dit, ensuite je vais dans les cafés, il y a tous ces drapeaux et emblèmes nazis, vous savez, des croix gammées. Et il se demande, qu'est-ce que c'est que ça? Et vous savez, cet élément sous-jacent de néonazisme qui imprègne l'Ukraine, il est réel. Et vous savez, ils essaient de le cacher. Ils ne l'exhibent certainement pas au grand jour, mais il est là, et il est bien réel. Et jusqu'ici, on a pu se dire, oh, ces histoires de nazis, ça ne veut rien dire, puisque regardez, Volodymyr Zelensky est juif. Oui, il est peut-être juif génétiquement ou né dans une famille juive. Mais quand il s'agit de s'opposer aux nazis, que les juifs accusent d'avoir causé l'Holocauste, et je ne le conteste pas, je dis simplement ceci. Si vous reprochez aux nazis d'avoir causé l'Holocauste, pourquoi soutenez-vous un pays qui prône le nazisme? Parce que je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Il faut choisir l'un ou l'autre. Soit vous êtes vraiment contre le nazisme parce qu'il est associé à l'Holocauste, soit vous vous en moquez totalement. L'Holocauste n'est alors qu'un spectacle secondaire, sans importance. Mais c'est ce que je vois dans leur choix sur cette question, et dans le fait qu'ils soutiennent ce petit cow-boy de la cocaïne, Zelensky. Oui, absolument. Rien de tout cela ne sert les intérêts de l'Amérique. Une autre chose que vous avez peut-être remarqué, pendant que le sénateur Blumenthal parlait, juste à sa gauche ou à sa droite à l'écran, se tenait la sénatrice Katie Britt. Elle va maintenant prendre la parole ici, et avec beaucoup d'insistance, beaucoup de passion, dire « Hey, tout cela est conçu pour pousser Vladimir Poutine vers la paix. » Il y a 2 semaines, nous étions ici de manière bipartisane. Des élus issus de tous les courants de leur groupe se tenaient côte à côte pour dire « Nous voulons que ce texte avance. Nous voulons mettre fin à la machine de guerre de Poutine. Nous voulons que le Kremlin rende des comptes. Et nous voulons amener Poutine à la table des négociations pour, au bout du compte, parvenir à la paix. » Eh bien, fidèle à lui-même, Lindsay a trouvé le moyen de nous faire voter sur ce texte juste après notre retour des cérémonies en hommage à sa vie. Je sais qu'il me l'a dit et qu'il l'a dit à plusieurs personnes ici présentes. Malgré toutes les choses incroyables qu'il a accomplies tout au long de son mandat, et j'espère que vous allez tous vous y intéresser, cet homme était impliqué dans tout. Il ne se passait rien dans ce bâtiment, ni même vraiment dans le monde, sans qu'il ait une idée qu'il voulait faire avancer pour le bien des personnes qu'il servait. Mais il a dit que, parmi tout ce qu'il avait fait, cette loi, le fait de la faire aboutir et de l'amener sur le bureau du président, serait le texte législatif le plus important qu'il ait jamais porté. Pour moi, c'est la pire condamnation imaginable de Lindsey Graham. Un sénateur américain depuis je ne sais combien d'années, après toutes ces années comme membre de la Chambre des représentants, soi-disant pour l'État de Caroline du Sud et l'héritage qu'il définit,
C'est cette putain de loi qui va imposer des sanctions économiques à la Russie et qui ne marchera pas. C'est pathétique. Well, actually, it doesn't put economic sanctions on. En réalité, cela n'impose pas de sanctions économiques à la Russie. Cela impose des sanctions économiques à la Chine, à l'Inde et à tout autre pays, par exemple en Europe, qui essaierait d'acheter du pétrole russe. Or, ces pays ont besoin de pétrole, et il n'existe pas d'alternative formidable vers laquelle ils pourraient se tourner. Donc le pétrole russe va continuer à être demandé. Et quels que soient les obstacles, les sanctions ou les pénalités imposées par les États-Unis, ces pays les contourneront. Et cela placera les États-Unis dans la situation d'essayer d'exercer un levier là où nous n'en avons pas. Vous savez, ce serait différent si la Chine dépendait des États-Unis pour l'exportation de denrées alimentaires, d'autres produits pharmaceutiques essentiels et de minerais de terres rares. C'est tout le contraire. Les États-Unis dépendent de la Chine pour cela, ou en ont dépendu. Et que fait la Chine? Elle mène délibérément une politique de rupture des liens avec les États-Unis. Et parallèlement, elle vend ses réserves de dollars et achète de l'or. La principale exportation des États-Unis, notre première exportation, c'était l'or. Pas la nourriture, rien d'autre, l'or. Et cet or part en Chine. La Chine le stocke dans ses coffres, parce qu'à l'avenir, si vous voulez placer votre argent dans un endroit sûr, vous l'investirez en Chine, dans des obligations chinoises garanties par l'or, contrairement aux bons du Trésor américain, qui sont garantis par les promesses de Scott Bessent. Oui, on sait jusqu'où ça va aller. Écoutez, je sais que vous n'avez presque plus de temps. Il y a encore un point sur lequel je voudrais avoir votre avis. Parce qu'elle a dit vouloir faire avancer ce projet de loi, vouloir pousser Poutine vers la paix. Voici ce que ce même Vladimir Poutine a déclaré hier. Et il semble parler d'autre chose que de se soumettre au Sénat des États-Unis. Je vais vous révéler un secret. Mon collègue ne m'en voudra pas si je vous dis que pendant la cérémonie de remise des prix, l'un des lauréats m'a chuchoté « Nous allons gagner. Nous devons être plus audacieux. » C'est vraiment ce que je veux. Mais une question se pose. Encore plus audacieux. Et ici, comme dans l'économie, il y a des risques. Nous subissons des pertes sur le champ de bataille. C'est pourquoi nous agirons aussi avec prudence, mais avec persévérance et constance, afin d'atteindre les objectifs fixés pour le pays. Et nous les atteindrons. Juste avant cette déclaration, il avait dressé une longue liste de la manière dont ils avaient survécu aux sanctions, même dont parle la sénatrice Britt, et de la façon dont ils avaient appris à vivre sans elles. Ce n'est pas comme si nous avions besoin qu'ils nous le disent. Nous pouvons le constater par nous-mêmes. Mais selon vous, que pense le président Poutine de ce qui pourrait venir ensuite, lorsqu'il dit « Nous avons suivi un processus lent et méthodique, mais même ça comporte des risques. Maintenant, nous allons être un peu plus audacieux. » Il a aussi dit très précisément que nous pourrions subir davantage de pertes. Qu'est-ce que ça vous indique? Oui, eh bien, le rythme de l'offensive russe s'accélère nettement. Et en fait, on l'a déjà vu. Ils ont désormais fermé les ports d'Odessa et de Nikolaïev. Complètement fermés. Rien n'entre, rien ne sort. C'est un étranglement. Cela revient littéralement à couper l'approvisionnement en oxygène de l'économie ukrainienne. Et en plus de ça, la Russie mène chaque nuit des bombardements et des frappes de missiles contre des installations de production essentielles et des cibles militaires, particulièrement à Kiev, mais aussi dans d'autres villes. Et puis au sol, les actions offensives se déroulent sur l'ensemble du front, du nord à Soumy et Kharkiv, jusqu'au Donetsk autour de Sloviansk et Kramatorsk, avec des poches d'encerclement,
puis jusque dans les régions de Dnipropetrovsk et de Zaporizhia. enveloping cauldrons, and then into Dnipropetrovsk, Zaporizhia. You're going to see probably in the next. Vous allez probablement voir, dans le mois ou les 2 mois qui viennent, les Russes commencer à avancer physiquement sur Odessa. Donc Poutine a été clair. Avant, ils étaient prêts à dire « D'accord, vous reconnaissez les 5 territoires, la Crimée, Zaporizhia, Kherson, Donetsk et Louhansk. Vous les reconnaissez et nous nous retirerons de Soumy et de Kharkiv. » Non, ce n'est plus sur la table. Ils vont y rester. Ils vont rester à Soumy, à Kharkiv. Ils resteront dans d'autres endroits. Écoutez, avant que tout cela ne soit terminé, la Russie aura le contrôle de Kiev. Et je ne sais pas si ce sera cette année, mais c'est vers cela que l'on se dirige. Et l'Ukraine et l'Occident ne peuvent rien faire pour l'empêcher. Oui, et c'est là que tout se joue. J'aimerais qu'on ait plus de temps. On vous réinvitera la prochaine fois et on approfondira cette question parce que je pense qu'elle mérite d'être discutée. Mais quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Et très rapidement pour conclure, chers auditeurs, le professeur Marandi va nous rejoindre juste après. Il va nous expliquer ce qui se passe du côté du régime iranien. Et en quoi cela diffère de ce que vous voyez. Ne manquez pas la suite dans environ 1 minute sur le Daniel Davis Deep Dive. Up in about 1 minute on the Daniel Davis Deep Dive.